Allez, on enchaîne sur notre troisième et dernière battle. Battle numéro 3, venez me retrouver. On va parler intelligence artificielle, chance ou risque pour l'industrie. Et j'accueille avec grand plaisir la Dream Team, j'ai envie de dire. 3 étudiants du CESI, école d'ingénieurs, Damien Rossi, Sophie Panucco, Dorian Gotti, Michel Son. Moi, j'avais envie de dire Michelson, mais vous me l'avez interdit. Vous êtes en 4e année donc, dans cette école d'ingénieurs et ça fait 2 Sophie sur le plateau. C'est rare. Et en face de vous, the one and only, Stéphane Vetter, responsable du système d'information chez Continental. Pour ceux qui ne connaissent pas, équipementier automobile allemand. Allemand, mais on est basé à Toulouse, donc oui. L'intelligence artificielle, IA, on en parle, c'est une technologie en constante évolution qui bouleverse profondément de nombreux secteurs industriels. Ses applications sont vastes, prometteuses, mais soulèvent également des questions importantes quant à ses impacts potentiels. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Stéphane, et puis ensuite je vous laisse faire votre cuisine. Quelles sont, de votre point de vue, cher Stéphane, les opportunités offertes par l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Déjà, bonsoir à tous, bonsoir à vous trois. Déjà, l'intelligence artificielle, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on est sur une rupture technologique, au même titre que l'arrivée des ordinateurs ou l'arrivée d'Internet. Les téléphones, c'est pas trop de la rupture, c'est plus de l'évolution et évolution d'usage. Donc là, on est sur l'arrivée de cette nouvelle technologie-là. Et donc, il y a effectivement les craintes. Si tout le monde connaît, je pense, la courbe du changement, où c'est qu'au début, on est un peu choqué, on a un peu peur. Voilà, on est dans la phase un peu de déprime, on va dire, où c'est qu'on voit que les aspects négatifs pour après remonter. Et je pense qu'on est encore tout au début, puisque voilà, c'est une rupture, je le souligne bien en avant. Donc l'IA, effectivement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'encadrer, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, mais qui n'est pas 100% maîtrisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on verra avec les échanges, mais avec les hallucinations, donc ça peut fournir des propositions fausses avec un certain aplomb, donc on pourrait prendre ça comme de l'argent comptant, donc il y a un certain risque derrière, mais aujourd'hui ça apporte des possibilités inenvisageables. J'ai juste un exemple. Non, mais j'allais dire, n'apportez pas trop d'eau à leur moulin non plus. Dites-nous ce qu'il y a de bien dans l'intelligence artificielle. Chez Continental, ça a permis quoi, par exemple ? Alors, nous, on a des exemples. C'est que donc déjà, on différencie l'intelligence artificielle produit de l'intelligence artificielle process. Donc, produit, c'est quelque chose qu'on va mettre directement dans quelque chose qu'on va vendre. Typiquement, on va avoir des caméras qui vont faire de la détection live d'événements qui se passent sur la route. Ça peut se faire avec de l'intelligence artificielle. On le fait déjà depuis longtemps. Mais l'IA générative, c'est ce qui est arrivé il y a à peu près 18 mois, voilà, exactement, qui a apporté des fonctionnalités supplémentaires avec des modèles pré-entraînés, donc des choses vraiment un peu plus avancées. Et on l'utilise aussi beaucoup sur la partie que je qualifie d'IA process. Pour le coup, on peut l'utiliser aussi évidemment côté produit, mais côté process. Et c'est pour ça que ça nous touche plus tous aujourd'hui, puisqu'en fait, on peut l'utiliser dans notre quotidien. Je peux faire mon rapport de fin de stage avec ChatGPT. Ne leur donnez pas de mauvaises idées quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter comme contradiction ? Nous, on reste quand même sceptiques à cette avancée de l'IA. Moi, je suis aussi craintif par rapport à ça, par rapport à son impact environnemental. On vient de citer ChatGPT, par exemple. ChatGPT, une conversation normale, c'est un demi-litre d'eau utilisé. On compte 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels à ça, donc qui utilisent ChatGPT au moins 3 fois par semaine. Consommatrice d'énergie, l'intelligence artificielle. Énorme en eau et en électricité, oui. On a une énorme empreinte de CO2 aussi, mais pour en revenir à l'eau, c'est 27 milliards de litres d'eau utilisés par an, ChatGPT. 11 000 piscines olympiques, c'est énorme quand même. Ou alors la consommation annuelle de 422 000 Français, ce qui est énorme. Il n'avait pas mesuré ça du tout, Stéphane. Alors si, puisqu'en fait j'ai eu l'occasion de faire des fresques du climat pour la partie digitalisation, donc je suis assez sensibilisé sur l'impact de l'IT au sens large au niveau de l'environnement. Mais c'est une bonne remarque, de toute façon je n'irai pas contre, c'est des faits. J'ai deux choses à apporter là-dessus. La première, c'est qu'on est au début de l'utilisation, donc il y a une utilisation qui est ludique pour une partie, voire inutile. Voilà. Donc on est sur le début et effectivement il y a une utilisation
l'utilisation qui est vraiment excessive pour des banalités et ça va s'estomper. C'est le choc qui est arrivé. Il y a une excitation sur certains, les early adopters, hein, ceux qui accrochent tout de suite. Vous ne pensez pas que ça va monter plutôt en puissance avec les nouvelles générations de ChatGPT? On est à ChatGPT 3 ou 4 ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est les modèles qui sont de plus en plus puissants, qui vont utiliser effectivement peut-être plus de ressources, mais je parle plus de l'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un début. Alors c'est un avis plus personnel qu'autre chose. C'est comme Internet. Vous n'avez peut-être pas connu le début d'Internet. Moi, je l'ai connu. J'avais 18 ans à peu près. Je cherchais n'importe quoi sur Google. Alors que maintenant, je ne cherche sur Google que si j'ai besoin. Donc je me suis raisonné. Et le second élément que je voulais apporter, le deuxième argument, c'est qu'aujourd'hui, il y a une utilisation aussi excessive par les industriels. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des projets lancés d'IA qui n'aboutissent pas parce que l'IA ne fait pas tout. Il faut l'utiliser à bon escient, donc il faut aussi savoir rester sur les technologies qu'on avait jusqu'à présent de l'IT que vous connaissez, puisque vous êtes de ce monde-là. L'intelligence artificielle, ce n'est pas la réponse systématique à tous les problèmes. Damien, question. Oui, alors moi j'avais une petite interrogation, c'est que vous travaillez du coup dans la cybersécurité et est-ce que vous n'avez pas peur que justement l'IA entraîne de grosses failles de sécurité au niveau des données? Parce que par exemple, des utilisateurs qui vont utiliser ChatGPT, ils vont faire des prompts, ils vont mettre des informations et ces informations, elles peuvent être très précises, elles peuvent avoir des données qui sont confidentielles au niveau de l'entreprise. Et est-ce que du coup, à ce niveau-là, vous n'avez pas peur qu'il y ait des failles de sécurité qui soient exploitées derrière et que ça crée du coup des enjeux au niveau sécurité dans l'entreprise, des failles qui peuvent même impacter l'économie de l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, il y a des IA qui sont capables de faire beaucoup de choses, comme de créer des crises financières. J'ai vu des articles récemment à ce niveau-là. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi un enjeu qu'il faut prendre en considération pour essayer de justement encadrer cette IA pour pas que ça déborde et que ça entraîne des risques qui sont vraiment dramatiques pour une entreprise? Alors, ça l'est. C'est une question extrêmement pertinente. Donc, il y a 18 mois à peu près, il y a Samsung qui a utilisé ChatGPT en mettant des données industrielles et ça a été rendu public. Donc, un secret industriel s'est échappé. Donc, mon entreprise Continental a été très vigilante sur le sujet. D'ailleurs, on n'a pas eu l'autorisation d'utiliser ChatGPT pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place une solution interne, on va dire. On appelle ça du on-premise pour vous qui êtes de la technique. Et en fait, on a, si vous voulez, un ChatGPT qui est interne à Continental, qui en fait ne communique pas avec l'extérieur, avec Internet, qui fait qu'on peut l'utiliser avec des données de l'entreprise. Alors, il y a différents niveaux, jusqu'à des données confidentielles, pas du strictement confidentiel. Et donc, les données restent et ne sortent pas. Donc, on est sécurisé. Est-ce que l'IA, c'est Copilot? Tout à fait, oui. Ok, alors à ce niveau-là, du coup, c'est Microsoft qui gère l'IA. Exactement, sur le cloud Azure. Ouais. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur du coup que Microsoft un jour veuille entraîner du coup encore plus une IA avec les données justement qui sont gardées confidentielles pour le moment dans les entreprises? Alors, il y a des accords, hein, on appelle ça des NDA, des Non-Disclosure Agreements. C'est des documents qui engagent les différents parties à respecter un certain nombre de clauses. Hein. Mais c'est le même cas, si je pousse ton raisonnement à son paroxysme, chaque employé de l'entreprise peut faire quelque chose en divulguant des données à l'extérieur, etc. Donc, on est dans un monde quand même ouvert, tout ne peut pas être borné. Hein. Et tout ça est encadré, enfin, est en train d'être encadré par les spécialistes et les professionnels de droit du numérique. Hein. Ouais. Sophie? Malgré ce que vous venez de dire, que votre IA est intégrée au sein de l'entreprise et fermée, est-ce qu'il y a une sensibilisation auprès de vos salariés de comment fonctionne l'IA et des risques qu'elle peut avoir au niveau de la confidentialité des données ou pas du tout? Alors oui, si on fait, effectivement, donc il y a des modules de sensibilisation qui sont là pour aider à l'utilisation correcte de ChatGPT, puisqu'il y a un certain nombre de règles à respecter pour déjà bien utiliser. Hein. Vous savez que la pertinence du prompt, hein, le message qu'on donne pour donner le contexte, c'est important de bien le saisir pour avoir la donnée qui va bien et pas avoir d'hallucination du modèle, ce genre de choses. Donc oui, on est très... je vois les experts cyber là, mais oui, en fait, parce que l'essentiel, en fait, vos deux questions finalement sont liées, mais l'humain reste quand même au centre du problème et on a besoin d'avoir... vous battez pas pour le micro, hein. Si la battle elle se fait au niveau du micro, c'est bien. Donc en fait, on sensibilise évidemment les différents employés parce que c'est un système ouvert et le plus important, c'est l'être humain. Il reste maître et on y viendra peut-être après. L'IA reste un assistant de l'homme et pas l'inverse. Il y a une question de Damien sur l'humain, justement. Alors, justement, par rapport à l'humain, l'IA, aujourd'hui, c'est nous qui la maîtrisons. Sauf que l'IA, elle est dirigée en fait par des règles qu'on va lui imposer.
ces règles, en fait, elles n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'une IA, on lui dit il faut que tu gagnes une partie, par exemple, d'un jeu, elle va mettre tout en œuvre pour gagner la partie du jeu. Et en fait, est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas des raisons qui peuvent être éthiques? Parce qu'on peut se demander, est-ce que l'IA, du coup, serait pas capable d'interagir contre l'humain, justement, pour arriver à ses fins, et du coup, créer des problématiques au niveau des humains, quoi. Alors, il y a presque la réponse dans la question, au final. Donc, c'est vrai. Donc, déjà, il faut... on parle d'IA faible et d'IA forte aujourd'hui. Hein. IA faible, c'est un mono-objectif. Et IA forte, ça serait comme un cerveau humain qui pourrait être sur tout un tas d'objectifs différents. Ce qui n'existe pas et qui n'existera jamais. La complexité humaine, individuelle et collective qu'on représente, elle ne pourra jamais être modélisée par des modèles d'IA. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est vrai que, comme tu le dis, il a un objectif, il donne tout, il met tout en œuvre pour y arriver. C'est sûr que si on a un concepteur mal intentionné, il peut donner des libertés à son IA pour qu'elle fasse des choses mauvaises. Hein, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'une intelligence artificielle a un objectif qui n'est défini que par l'homme. Donc, on est encore maître, on revient encore à notre question d'avant, c'est encore l'homme qui est au centre. Mais maintenant, on sait qu'il y a des IA qui peuvent arriver à créer des IA. Est-ce que ça ne vient pas mettre un problème à ce que vous venez de dire? Alors, oui. On rentre dans la partie vraiment technique du débat. Alors, on va... En fait, ce qui se passe, c'est que l'IA ne pourra pas s'auto-générer éternellement. On parle de, je ne sais pas si vous connaissez le terme, on appelle ça de model collapsing. C'est-à-dire que les IA, au bout d'un moment, elles vont réapprendre avec des données, des éléments générés par d'autres IA. Et du coup, ça va tourner en boucle et ça va proposer tout le temps la même chose. S'il n'y a pas un apport de nouvelles idées à un moment donné dans l'IA, ça va tourner en rond, en fait. Et elles sont où les nouvelles idées? Elles sont dans nos têtes. Sur la partie humain, juste pour rebondir à la question de Damien tout à l'heure, avec l'arrivée de l'IA, est-ce que Continental a dû se séparer de certains de ses collaborateurs? Parce que le risque, il est là aussi aujourd'hui. Alors, il y a des entreprises, je peux en citer une qui s'appelle SAP, qui est un fournisseur de RP très connu, qui a effectivement reclassé beaucoup de ces personnes parce qu'une grosse partie de leur activité, on va dire, était automatisable et comment dire, industrialisable avec de l'intelligence artificielle. Chez Continental, nous, non, on n'a pas encore eu parce qu'on n'a pas déployé avec cette volumétrie-là. En fait, on travaille sur des use cases relativement ciblés qui font que l'IA aujourd'hui, c'est un assistant, en fait, qui va nous aider à travailler, je dirais, plus rapidement et mieux. Aujourd'hui, on est sur de l'assistanat de luxe. Voilà, on est plus comme ça, mais on n'a pas eu de suppression d'emplois sur de l'IA. Après, pour l'instant, je ne sais pas prédire les 20 prochaines années. Hein. Sophie? Justement, vous venez de dire maintenant, dans le futur, est-ce que si ça ne supprime pas des postes, il n'y aurait pas un problème d'éthique qui se poserait? De qu'est-ce que deviendrait l'humain par rapport à ça? En fait, les craintes, c'est les mêmes. En fait, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de disruptif, comme l'ordinateur, comme Internet, au début, on se dit, on voit que les aspects négatifs, on voit pas les aspects positifs. Oui, on va parler, on voit tous la pub à la télévision. Là, je peux partir, je sais pas moi, en Chine. Je parle pas du tout chinois. Je vais utiliser mon téléphone et je vais parler avec un chinois, parce qu'il va faire la traduction. Donc, finalement, tout ce qui est travail de la langue, traduction, on se dit, ça peut disparaître. Générateur de contrats. On parle de journalistes qui sont dans le scope à réduire. Non, moi je m'accroche à mon siège. Il est hors de question qu'on me remplace par une IA. Non. Mais en fait, la société va s'adapter. L'être humain s'adapte toujours. Effectivement, sur une période donnée, il va peut-être y avoir dans certains endroits des pertes d'emploi. Ça, je ne sais pas, c'est possible. Mais si on regarde plus loin, je parle de 30, 40, 50 ans, le modèle va se faire différemment. L'IA sera quelque chose qu'on utilisera comme on utilise aujourd'hui Internet, sans peur, de manière raisonnée. Et il y aura peut-être des nouveaux métiers où on travaillera différemment. Allez, on a encore un peu moins de 5 minutes. Dorian. Pour rester dans cet esprit d'adaptation, on parlait de licenciement, mais est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, vous regardez par exemple les écoles d'ingénieurs qui proposent des cursus spécialisés dans l'IA? Est-ce que vous vous intéressez à ces formations-là ou ce n'est pas encore d'actualité? Alors si, et c'est une très bonne question encore, bravo en tout cas. Il y a un peu un retard aujourd'hui des écoles, je pense qu'il y en a parmi nous, parce qu'en fait ça évolue très très vite. Là, on parle de... Cette révolution-là, elle date de à peu près 2 ans, voire 18 mois. Et en fait, il y a des technologies. Alors, pour les experts, je sais qu'il y a des enseignants du CESI de votre école qui sont là, mais voilà, il y a des technologies avec les bases de données vectorielles, tout ce qui est RAG. Enfin voilà, c'est du terme technique pour les gens qui connaissent. Tout ça, aujourd'hui, les étudiants qui sortent, ils n'ont pas encore appris ça. Donc, c'est vrai qu'il faut une vitesse d'adaptation
comme les entreprises au final, une vitesse d'adaptation très rapide. Il faut être agile pour en fait intégrer ces nouvelles technos tout de suite dans le cursus. Et justement, vous trois, dans vos cursus, est-ce que ce sont des thématiques que vous abordez aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'IA, etc. Alors, on vient d'apprendre qu'en novembre prochain, dans un an, on va avoir un bloc qui nous présente l'IA. Mais beaucoup d'ingénieurs d'écoles d'ingénieurs ont déjà commencé, à se pencher sur l'IA et à proposer des formations liées à ça. Et le CESI en fera partie. D'accord. Damien, vous aviez une question? Après, c'est toujours au niveau de la formation. Là. Aujourd'hui, on a des écoles encore d'ingénieurs ou des BUT, ce genre de choses, qui proposent encore des métiers de développeurs avec un poste à la clé. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, avec une IA générative comme ChatGPT, tout le monde peut être développeur. En fait. Avec un minimum d'intelligence et un prompt assez correct, on peut générer du dev qui est très bon, on va dire. Et est-ce que du coup, ces formations-là, ces métiers-là, ces personnes-là qui vont avoir un diplôme, est-ce que derrière, en fait, elles vont se retrouver au chômage à la sortie de leur étude ou ça va se passer comment ? Encore une fois, il va falloir s'adapter, parce que ça ne va pas détruire complètement le métier de développeur. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que je connais bien, parce que je me suis moi-même... j'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour générer du code, pour l'utiliser. Donc c'est vraiment intéressant. Pareil, c'est une super aide. Mais il va falloir déjà le comprendre, l'intégrer dans la solution plus globale. Et puis après, il va y avoir des notions d'architecture, de savoir un peu comment on articule le global de mon bout de code avec tout l'environnement, qui peuvent être des composants hardware ou d'autres choses. Donc encore une fois, ça va être une aide. Effectivement, pour moi, on va pouvoir coder beaucoup plus vite. Et j'ai un deuxième point à mentionner quand même, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est la réutilisation de tout ce qui est brevet, propriété intellectuelle, où là, il y a un vrai défi, puisque les modèles sont entraînés avec des données plus ou moins fiable, plus ou moins, je dirais, légal ou autorisé. Et donc, il y a des risques sur l'utilisation de générateurs de code comme ça, de réutiliser des bouts de code qui sont sous brevet sans qu'on le sache. Donc, ça demande quand même un peu de compréhension. Dans tous les cas, il faut comprendre ce que génère l'intelligence artificielle avant de le réutiliser. Il reste un peu moins de 3 minutes. Encore peut-être une ou deux questions, puis on passera à la phase de conclusion. Sophie ? J'ai une question pour vous. Vous parlez beaucoup de points positifs de l'IA. Maintenant, quel est votre avis personnel et auprès de votre entreprise qui pourrait freiner l'IA et son développement ? Alors, c'est une bonne question. En fait, les risques, c'est que les gens ne prennent pas le bateau. Parce que donc, nous, on voit, on pousse des projets d'intelligence artificielle dans l'entreprise et beaucoup de gens ne sont pas réceptifs, y compris des responsables d'équipe. Ils n'ont pas encore basculé le mindset à se dire ça va être une aide demain. Et c'est pareil, en fait, pour chacun d'entre nous. À un moment donné, il faut prendre le wagon. Je vais vous donner un exemple très très personnel, c'est celui de mon papa. Mon papa, il est en fin de carrière, les mails sont arrivés et il pestait que le mec qui était à 3 bureaux plus loin, il lui envoyait un mail. Voilà. Maintenant, on ne se pose plus ce genre de questions. Voilà, mais il a eu du mal à accepter ça parce que c'était un changement pour lui. Et il était en fin de carrière, donc ça n'a pas été préjudiciable, mais ça aurait duré, ça aurait pu l'être. Voilà. Dernière question rapide et ensuite conclusion. Damien. Alors, du coup, vous parlez des entreprises au niveau de l'IA, mais est-ce que vous pensez que ce sera abordable à toutes les entreprises ? Parce qu'en fait, on a vu que l'IA, c'est quand même un coût assez énorme pour les entreprises. Et est-ce que des petites structures comme des PME qui n'ont pas beaucoup de finances, elles pourront du coup se mettre à niveau avec les technologies de l'IA, alors que c'est des choses qui coûtent très cher, surtout si on veut développer sa propre IA en interne. Est-ce que du coup, il n'y aura pas des entreprises qui vont remettre la clé sous la porte à ce niveau-là ? Alors, déjà, c'est pas cher. En fait, le plus cher... Alors, je vais argumenter. Le plus cher, c'est d'avoir quelqu'un en interne dans l'entreprise qui maîtrise la technologie. Donc, c'est là où vous avez votre rôle à jouer. Ouais, mais il faut avoir quelqu'un en interne. Oui, après, on peut toujours faire appel à la sous-traitance, mais utiliser un modèle, je donne un exemple, Llama, qui s'héberge assez facilement sur un PC qui n'a pas besoin d'un GPU, enfin d'une puissance de calcul, pour ceux qui ne connaissent pas, énorme, va pouvoir tourner et faire des fonctionnalités s'il est entraîné avec des données de l'entreprise. Donc un projet d'IA, ça peut se faire pour quelques milliers d'euros. Alors en conclusion, Sophie, Damien, l'IA, chance ou risque pour l'industrie ? Pour nous, à l'heure actuelle, vu comme nous maîtrisons l'IA, ça reste un risque. Comme on l'a dit, de par son impact écologique, on a peur aussi pour l'humain et de tous ces licenciements. Aussi, peut-être une perte de créativité parce que l'IA, elle reproduit ce qu'on lui donne à manger, mais elle ne peut pas créer de cette nourriture, vous voyez. Donc peut-être une perte de créativité que l'humain devra garder, lui.
Merci Dorian. Damien, vous voulez dire quelque chose? Moi, je pense qu'il y a des risques et des chances aussi. Les chances, il faut les exploiter, on va dire, mais il faut bien les encadrer pour pas qu'il y ait de problèmes après qui soient au sein de l'entreprise. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, c'est plus un risque qu'il va falloir surtout bien encadrer pour pas que ça en devienne vraiment une catastrophe humanitaire, on va dire. Et Sophie? C'est exactement ce que j'allais dire, mais je vais compléter. C'est que je pense qu'il y a des risques qu'il faut vraiment prendre en compte et pas penser qu'à améliorer sa productivité et son chiffre d'affaires, toujours à avoir un développement plus éco-responsable et durable dans le temps. Je pense que c'est ça surtout le gros point sur l'IA à l'heure d'aujourd'hui. Alors Stéphane, quel message aux étudiants et aux futurs collaborateurs? Emparez-vous de l'IA? Non, mais bon, je suis globalement en ligne avec ce qui est dit là. Hein. En fait, on est sur le début de la rupture, donc il y a un apprentissage, une adaptation à faire. Il y a les risques à maîtriser, donc on en a parlé, j'en parlais là. Donc il y a l'IA Act pour ceux qui connaissent. Hein. On a une obligation de déclarer qui encadre. Exactement. Depuis le 1er août, on a une obligation de déclarer tous les projets d'intelligence artificielle au niveau européen. Donc il y a quand même un cadre qui se met en place. Donc il y a tous ces aspects-là de l'utilisation raisonnée, un encadrement qui font qu'on va arriver sur... le temps va passer et on va arriver sur une période où ça va être quelque chose de maîtrisé, qui sera utilisé à bon escient. Il y aura des gains, il y aura effectivement, pour une durée limitée, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quelques années où il risque d'y avoir effectivement quelques éclats dans la presse. Voilà. Mais je pense que si on se projette beaucoup plus loin, ça sera un avantage, mais qui nécessite d'être dompté comme toutes les ruptures technologiques qu'on a eues par le passé. Et je vous promets que l'année prochaine, pour les Battles 2025, il n'y aura pas d'hologramme à nos places ici. Voilà, j'en fais la promesse, je regarde les organisateurs. Merci pour vous. Cette battle très intéressante, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Allez, je vais appeler à venir me rejoindre maintenant les membres du jury pour avoir leurs sentiments sur ces 3 battles. Et j'accueille avec grand plaisir Nadia Pelfig, vice-présidente enseignement supérieur, recherche Europe et relations internationales à la région Occitanie et présidente du jury, on peut l'applaudir. Merci Nadia d'être là ce soir. J'accueille Sabine Tertre, chef de file France Industrie Occitanie et monsieur le recteur, merci à tous les 3. Hein. Monsieur le recteur Moustapha Fourard, recteur de l'Académie de Toulouse. Je me tourne vers vous Nadia. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces battles ? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de travail, y compris de documentation. Vraiment, on échangeait pendant les débats. Et je dois dire que je suis admirative de ce qui a été produit en matière de recherche pour préparer. Je trouve aussi que les dirigeants industriels ne se sont pas mis, et je les en remercie, dans la posture de sachant, voulant instruire une jeunesse qui serait ignorante. Et donc, il y avait du dialogue. Je trouve ça important. Vous savez, moi, je suis aussi en charge des questions européennes. Je crois beaucoup à quelque chose qui est peut-être moins commun en France, qui est le développement de la culture du consensus. C'est-à-dire cette capacité à dialoguer, à essayer de faire confronter nos arguments pour pouvoir se hisser les uns les autres avec un partage de connaissances qui est important. On y reviendra, mais par exemple, sur l'intelligence artificielle, ce que j'en retiens, c'est moins un clash que le fait qu'il y a des inquiétudes qui sont exprimées par notre jeunesse, qui du coup peut apparaître plus conservatrice que les dirigeants qui doivent mettre en œuvre des formes d'innovation, mais que ça doit nous interroger sur le fait qu'on a peut-être été les uns et les autres dans un credo longtemps qui disait qu'il fallait innover pour innover, que l'innovation c'était formidable. Ce qu'ils nous disent, et je crois qu'il nous faut l'entendre, c'est que l'innovation n'a de sens que si elle permet le progrès. Le progrès pour la qualité de vie, le progrès pour l'humain. Mais moi, je pense que si on continuait le débat, on verrait qu'on n'est pas contraint d'opposer compétitivité. Il a été question de productivité, mais compétitivité à la réalité et capacité à promouvoir des droits sociaux supplémentaires, des garanties supplémentaires pour nos concitoyens. Et justement, l'Union européenne, et il a été question de l'IA Act, doit contribuer à pouvoir remettre la primauté et l'humain au centre et faire que les outils demeurent des outils au service de l'humain. Et je crois qu'il n'y a personne de mieux placé que l'industrie
justement pour impulser cette vision-là. Et c'est là que le rôle de l'industrie dans l'innovation, pour moi, est au cœur de la société, alors que certains ont pu penser qu'elle était à la traîne de ces sujets, notamment aux industries servicielles ou tertiaires. C'est faux. Et je crois que ce salon est là pour le démontrer. Une question courte, Nadia. On a évoqué avec Mathieu Camparc tout à l'heure le programme France 2030. Comment la région s'inscrit sur toutes ces questions, justement, voilà, France 2030, mais aussi les nouvelles technologies, etc. On le sait, hein, la région Occitanie est pionnière sur ces idées-là. Comment est-ce qu'elle s'inscrit concrètement aujourd'hui là-dessus ? Alors, hier, je pourrais vous dire. Aujourd'hui, il y a quand même eu des annonces budgétaires qui me laissent un petit peu inquiète dans notre capacité à investir et continuer d'investir ces sujets au regard du montant de la dette qui a été délirante et pour lequel il est demandé une contribution extrêmement lourde aux collectivités, alors même que notre rôle est d'accompagner le développement économique et ces territoires dans ces émergences. Le regard qu'on porte, c'est d'une part qu'on veut que l'innovation et les évolutions technologiques ne laissent personne à l'écart. Pas plus celles et ceux qui doivent les générer dans tous les territoires, et pas simplement dans nos métropoles, mais également dans les industries qui sont situées dans des milieux ruraux, qui doivent trouver des collaborateurs, des compétences, qui permettent d'avoir une vie dans un territoire qui est à 50% rural. Et donc nous sommes très attentifs à ce tissu-là, qu'il n'y ait pas qu'une vision élitiste de l'innovation réservée aux seuls grands groupes, mais qu'il y a bien un ensemble de chaînes de valeur avec les PME qui font la richesse de notre territoire et qui, au passage, je vois le président de la Chambre de commerce et d'industrie, constitue 80% de la réalité de notre tissu économique régional. Donc d'abord, faire en sorte que tout le monde puisse développer et s'emparer d'innovation, permettre du prototypage rapide à bas prix et à belle qualité, y compris en stimulant les Fab Labs, les tiers-lieux, et puis faire en sorte que les femmes et les hommes puissent se les approprier et qu'il n'y ait pas d'assignation à laisser de côté pour des raisons de coût, pour des raisons de compétences, parce qu'on n'aurait pas développé les formations qui permettent de monter en compétence sur ces sujets, des tas de femmes et d'hommes qui se sentiraient dépourvus et donc, du coup, mis à l'écart de ces technologies. Soit elles sont utiles et elles nous font tous progresser, soit il faut les retravailler parce qu'elles sont inadaptées. C'est d'abord l'humain qui doit primer. Sabine Tertre, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes chef de file France Industrie Occitanie. Alors, quelles sont vos impressions sur les battles auxquels vous avez assisté ? Et puis peut-être un mot de France Industrie Occitanie aussi. Effectivement, moi je suis très contente de ces battles. J'ai trouvé ça très vivant, très enrichissant. France Industrie, c'est 10 filières. Je vais les citer rapidement. Donc 13 000 établissements, 230 000 salariés. Donc vous avez des flyers, là, mais c'est agro, bois, carrière et matériaux, chimie, énergie, médicaments, métallurgie, nautisme, plasturgie et textile. Et il n'y a pas toutes les industries encore dans France Industrie. Donc c'est important. L'organisation de ces battles, ça prend du temps. Donc je fais un petit clin d'œil à Nicole Barolo qui est dans mon dos, mais qui a mis beaucoup d'énergie à l'organisation de ces battles, effectivement. Merci Nicole, vous pouvez l'applaudir, franchement. Super Nicole, on l'appelle. Ouais, super Nicole. Une boule d'énergie, toujours positive, c'est super. Donc effectivement, ravi de voir que les jeunes trouvent que l'industrie n'est plus ringarde. Ça fait du bien entendre parce qu'effectivement, elle se transforme, elle évolue. Donc on est prêt à vous accueillir, à ouvrir nos portes et c'est avec ces jeunes qu'on fera évoluer l'industrie. Donc ça, c'est important. Oser pour les filles, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis une chef d'entreprise dans la métallurgie. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est important. Et après, on a quand même des avis assez unanimes finalement sur le fait que l'industrie se modernise, que l'industrie, il faut qu'elle se décarbone. Et sur l'IA, effectivement, c'était plus mitigé quand même avec c'est intéressant, mais il faut le cadrer, il faut le maîtriser. Et puis, faut évoluer avec toutes ces nouvelles technologies. Merci, monsieur le recteur. Merci d'être là ce soir. Alors, ces battles, ces jeunes, ils sont inspirants ? Absolument. Donc nous avons passé un bon moment. Effectivement, on a commenté pas mal leurs commentaires et de voir une telle énergie et puis des questions très pertinentes de la part d'élèves, vous voyez la déformation professionnelle, de jeunes qui sont donc déjà des initiés puisqu'ils ont fait le choix de formation qui les oriente vers le monde professionnel. N'empêche qu'ils ont
un peu de recul et un sens critique par rapport à ce qui les attend, c'est normal. C'est à nous, comme ça a été fait par les représentants du monde industriel, d'apporter les bonnes réponses, de les rassurer, à la fois sur le développement de l'intelligence artificielle avec toutes les questions qui ont été posées, la problématique de l'environnement, c'est vrai, c'est une préoccupation de nos jeunes, et puis la question sur l'égalité filles-garçons et plus généralement femmes-hommes. C'est vrai que la question a été posée, c'est pas simplement en termes de traitement, mais même en termes d'organisation que peut proposer l'entreprise, compte tenu des contraintes qui sont différentes en fonction des âges, en fonction aussi des postes de responsabilité. C'est le travail que nous cherchons à développer aussi avec nos jeunes dans le cadre de l'orientation, parce que ce qui ressortait des deux débats, ce n'est pas la réalité dans la problématique de l'orientation pour nous. Il y a beaucoup de questions en termes d'orientation vers les filières technologiques, industrielles. C'est un travail profond qu'il faut qu'on mène et on ne peut pas le mener sans les entreprises. Donc j'en profite pour dire, bien sûr, tous les intervenants sur ces thématiques sont les bienvenus dans nos établissements scolaires et ça commence dès le collège. On n'attend pas forcément le lycée. Le message est passé. Merci. Un dernier petit mot, Nadia? Oui, j'ai beaucoup. C'était Jasmine sur la première. C'est ça, Jasmine, oui. J'ai beaucoup aimé. Dans un élan, Jasmine a dit sans l'industrie, il n'y a rien. Et je voudrais leur dire que. Justement, il y a un dirigeant a dit tout à l'heure, sans les salariés, il n'y a pas d'industrie. Ils et elles seront les salariés de demain. Et donc, évidemment que personne n'a intérêt à ce qu'il n'y ait rien. Mais heureusement qu'il y a des femmes comme Jasmine, du reste comme Damien, comme Sophie aussi, pour aussi dire quelles sont leurs projections, quelles sont les trajectoires qu'ils souhaitent qu'on suive, parce qu'au-delà d'être des compétences de demain, ce sont aussi des citoyens d'aujourd'hui. Moi, des fois, je suis un peu agacée de nous entendre dire aux jeunes qu'ils sont notre avenir sans qu'on leur donne les moyens de réussir dès aujourd'hui. Et je crois que ce salon y contribue, comme ce que développe le rectorat d'académie et puis France Industrie, en permettant ces plateaux qui sont en tout point innovants. Moi, j'ai vu ça dans aucune autre région et ça me rend encore plus Mais le monde entier nous envie ces plateaux, Nadia. Merci à tous les trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis ici en live. Vous voyez, il y a du monde, il y avait au moins 300 personnes. Merci à vous derrière votre écran. Je voudrais juste un dernier petit mot remercier la Dream Team, Marie Avermacher, Joël Poyet et Super Nicole qui m'ont aidé à préparer ces sessions. Merci à tous, excellente soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.